merci d'être ici. Votre capacité d'attention est exceptionnelle à Orléans parce que les rencontres s'enchaînent. C'est vrai que les thématiques sont aussi plus intéressantes les unes que les autres. Le programme est riche. Ce soir, donc, face à la multiplication de l'information, l'infobésité, comment apprendre à décrypter, identifier le vrai du faux, exercer son esprit critique. Je lis le programme tel que c'est présenté. Nos intervenants ce soir, Lucas Roxo. Bonsoir Lucas. Présenté comme journaliste indépendant du collectif La Friche. Ah, il y avait un micro caché, d'accord. Que signifie journaliste indépendant aujourd'hui en 2019 ? Si je donnais la parole aux jeunes avec lesquels je travaille, ils diraient que c'est quelqu'un qui n'est pas manipulé par un des journaux pour lesquels il travaille ou qui voit pas en fait sa rédaction lui imposer des thématiques. Si jamais moi je devais donner ma définition, ce serait plus en fait un travail en fait qui se nourrit et qui s'exprime dans différents endroits, pas juste dans la presse traditionnelle, mais du coup un peu partout, dans les collèges, les structures socioculturelles, qui se nourrit beaucoup de terrain, qui prend le temps et qui, moi, la manière dont je le vois, c'est qui revendique une certaine forme de subjectivité également, quoi. Parce que très longtemps, le terme indépendant a été accolé au freelance, à l'exercice freelance. On peut être freelance et parfaitement corruptible. Bien sûr, bien sûr. Et puis même maintenant, les médias ont trouvé des manières de dépenser moins d'argent et de se faire signer moins de contrats. Donc il y a beaucoup de journalistes indépendants qui ne travaillent que pour un seul média. Florence Maurice, envoyée spéciale permanente à Kinshasa pour Radio France Internationale. Bonsoir Florence. Bonsoir. Là aussi, c'est un exercice qui est difficile de travailler en République démocratique du Congo. Vous-même, vous êtes dans une position délicate puisque vous avez été renvoyé à l'instant. Enfin, il y a quelques mois, vous allez retourner. Travailler avec les autorités n'est jamais simple. Oui, disons que dans mon travail de journaliste là-bas, la gestion des pressions, le risque d'être expulsé, le risque de voir les émetteurs de ma radio coupés, occupent une part de mon temps et sont un souci permanent. Pas du tout pour se voir mettre des freins ou des limites dans ce qu'on fait, mais le souci de préserver notre espace de liberté d'expression, faire en sorte qu'on puisse continuer à informer les populations. Et Romain Badoir, bonsoir Romain. Bonsoir. Maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Pontoise et auteur du Désenchantement de l'Internet. Comment vous avez vécu ces dernières semaines, puisque là, vous étiez vraiment en fait dans votre élément, le mouvement des Gilets jaunes avec la crise de défiance. La crise de défiance, ce n'était pas un phénomène nouveau, parce que c'est quelque chose qui traverse les générations, mais qui a été quand même bien marqué par le mouvement des Gilets jaunes. Comment vous avez vécu ça ? Est-ce que vous aussi, vous ne l'avez pas vu venir ? Vu venir, ce serait peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, effectivement, cette crise, elle symbolise, elle incarne pas mal de choses, notamment dans le rapport entre ce mouvement et les journalistes, la grande défiance qui s'exprime par les Gilets jaunes envers les journalistes, et aussi la différence, ou plutôt la concurrence des arènes médiatiques, on pourrait dire, entre les Gilets jaunes qui vont s'informer quasiment exclusivement sur les réseaux sociaux et les journalistes des médias traditionnels qui essayent de traiter un mouvement qui cherche à leur échapper. Et donc, en ce qui me concerne, je m'appelle donc Éric Valmire, je suis le secrétaire général de l'information à Radio France, c'est-à-dire que j'ai en charge toutes les questions liées à l'information dans le groupe Radio France pour toutes les rédactions, aux côtés de Guy Lagache. Et on a mis en place, il y a quelques semaines, un dispositif qui va à la rencontre des publics, justement dans ce mouvement de défiance, mais qui ne répondait pas finalement à la défiance causée par les Gilets jaunes. Ça fait 25 ans que je fais ce métier, et je me suis rendu compte que depuis 25 ans, quand je suis en vacances avec les amis, avec la famille, tout le monde m'interroge toujours sur mais alors, c'est comment, c'est quoi derrière, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous voyez des ministres, est-ce que vous êtes copains avec eux, Et j'étais toujours épaté par ces questions-là, et je me disais, mais comment on peut avoir une telle vision des choses alors que ce sont des consommateurs d'informations, ma famille, mes amis, un milieu. Et donc je me suis dit, il faut vraiment aller à la rencontre des publics. Et ce n'est pas une question de défiance, je crois que c'est une question de méconnaissance. Et là où
les journalistes ont, selon moi, une grande part de responsabilité, c'est qu'ils ont, au fil des générations, créé un microcosme, avec des gens qui sortent des grandes écoles de journalisme et qui peuvent être assimilés à une caste, parce que vivent en circuit fermé dans le mode de fabrication de l'information. Et du coup, à l'extérieur, on ne sait pas comment ça se passe. On ne sait pas véritablement comment se hiérarchisent les sujets, ce qu'est une conférence de rédaction. Ça paraît simple, mais il y a une grande méconnaissance. Et donc, on a initié un principe qui est d'aller un peu partout dans les régions et de rencontrer les publics. Non pas pour faire un débat entre soi sur le journalisme et la crise de l'info ou la pratique de l'info, mais arriver là, imaginons la même scène, en général, il y a 200 à 300 personnes dans la salle, et c'est tout de suite, le micro est pour vous, et qu'est-ce que vous voulez savoir? Quelles questions vous voulez nous poser? On peut discuter 3 heures, c'est arrivé, et c'est un appétit de dialogue qui est absolument interpellant dans les deux sens. Ça peut être un peu énervé, ça peut être calme, mais en tout cas, il y a un échange, et cet échange, on s'en nourrit. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est pas de faire la même chose, on va parler, mais dans les Voix d'Orléans, en général, c'est 50 minutes de débat et puis un quart d'heure à la salle. Si vous en êtes d'accord, on va parler une petite demi-heure, on va couper la poire en deux et on ira vers vous pendant une grosse demi-heure, parce que sur les fake news et sur la pratique de l'info, il y a forcément des questions, puisque vous êtes nombreux, que vous avez envie de poser. Donc on est là aussi pour échanger entre nous. La première question, elle est simple parce que vous êtes à peu près tous, enfin Lucas et Romain surtout, dans l'éducation aux médias. Donc je vais aller directement sur Florence, puisqu'on parle de fake news et finalement de la source de l'information, de ce qu'est une information vraie. Le rôle des politiques et des gouvernements est évidemment important. Et dans le contexte africain dans lequel tu travailles, il y a évidemment toujours le problème de l'intimidation et de la vérification des faits. Oui, alors c'est vrai que par rapport à la France, ou à cette problématique de l'infobésité, etc., le Congo ou l'Afrique de manière générale, mais le Congo que je connais mieux, est un peu particulier. D'abord, on n'est pas dans un contexte d'obésité. On est dans un contexte d'une population qui a besoin d'informations. Un pays continent, immense, avec beaucoup de zones où personne ne va, dont personne ne parle. Donc on est, je pense, beaucoup moins que dans notre société, inondé d'informations. On est aussi moins confronté en tant que journaliste à la défiance dont on parle là. Alors j'ai aussi cette chance à RFI. Bon, longtemps, le paysage médiatique, heureusement, il s'ouvre avec de très très bons médias congolais qui apparaissent et se multiplient. Mais longtemps, le paysage médiatique, ça a été des médias d'État et RFI. Et donc, on bénéficie d'une crédibilité encore très importante. Et j'ai la chance de travailler dans un contexte où on pense encore que notre média va donner la parole aux gens. On vient encore nous voir pour vérifier. On a entendu une information, on a entendu un ministre dire quelque chose, même un ministre, et on peut m'appeler moi ou appeler mes confrères pour savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Mais en même temps, on évolue dans un océan de rumeurs et de désinformation, parce que la société fonctionne comme ça. Et en revanche, nous, en tant que journalistes, on est inondés de fausses informations. C'est un pays, des contextes où il y a extrêmement peu de sources fiables, où la parole publique est en permanence instrumentalisée avec une visée politique, et qui impose une extrême rigueur en tant que journaliste pour sortir de ce magma de rumeurs, évidemment, que les populations croient. Romain, le terme de fake news était apparu pour la première fois avec Donald Trump. En France aussi, est-ce que le rôle des politiques est important dans cette dimension-là? Est-ce qu'ils ont aussi une part de responsabilité? Alors, ils ont une part de responsabilité. Après, c'est pas forcément celle à laquelle on pense, en fait. Avec toutes ces controverses autour des fake news qu'on peut avoir justement dans notre pays, on voit qu'effectivement, il y a une nouveauté par rapport aux rumeurs plus anciennes ou aux théories du complot qui existent sur Internet depuis les débuts du web grand public. La nouveauté, c'est quand même l'utilisation de ces fausses informations à des fins de propagande politique en période électorale, soit pour décrédibiliser un candidat, soit pour essayer d'influencer l'opinion, même si on n'a pas vraiment de preuves que
que ça fonctionne. Et ce que l'on voit en face, la réponse du pouvoir politique, c'est plutôt de faire passer des nouvelles lois, comme la loi justement contre les manipulations de l'information qui est rentrée en vigueur en décembre dernier, qui pose aussi problème en fait, et qui montre à quel point le problème est difficile à résoudre. C'est-à-dire que dans ces nouvelles lois contre les manipulations de l'information, on a aussi des formes de délégation des pouvoirs de censure à des entreprises privées que sont les plateformes, qui vont décider demain quelle information peut être public ou non, qu'est-ce qui doit être rendu visible, et ce qui pose des problèmes de liberté d'expression qui sont assez importants, justement. Et cette instrumentalisation-là, est-ce que, selon vous, vous qui analysez la presse, je vous le dis tout de suite, je déteste le mot média. Donc ce soir, je vais dire la presse. Parce que les médias, pour moi, ça englobe une émission scientifique sur France Culture à Cyril Hanouna. C'est-à-dire que c'est très large, la masse média. Donc dans les médias, on peut tout mettre. Et en mettant tout, on vise surtout le journalisme. Or, le journalisme, ça a un nom, c'est la presse. Et si on critique les médias, c'est donc la presse. Les masses médias, c'est autre chose où on met plein de choses. Donc la presse est-elle armée pour faire un fact-checking sur les discours instrumentalisés de politique? Je dis n'importe quoi, un invité qui le matin à la radio va dire une fake news pour aller dans le sens de ce qu'il veut dire. Alors, les journalistes ont mis en place beaucoup de dispositifs justement de fact-checking pour vérifier les fausses informations en circulation, où ils font du bon boulot très concrètement. Le problème, c'est comment toucher le public qui partage les fake news, puisque le public qui va consulter ce que produisent les fact-checkers n'est pas forcément le même public que celui qui partage les fake news. Cela dit, c'est quand même un travail utile parce qu'il permet de sensibiliser la majorité silencieuse sur les réseaux sociaux dont on ne parle pas, mais en fait la plupart des internautes sur les réseaux sociaux s'en servent comme des navigateurs pour consulter des informations. Ils ne partagent pas d'infos, ils ne participent pas, ils ne commentent pas, ils ne font que regarder. Et donc ce travail de fact-checking, il permet quand même de sensibiliser cette part du public. Lucas, vous avez donc créé un collectif qui s'appelle La Friche. D'où est partie cette idée ? Pour rebondir un peu sur ce qui vient d'être dit précédemment et pour recontextualiser un peu, donc moi je suis journaliste indépendant depuis 2013 et je fais de l'éducation aux médias depuis 2013. Et c'est assez intéressant de voir comment la question de l'éducation aux médias a évolué sur ces 6 dernières années. C'est-à-dire que quand je commençais à en faire en 2013, on me sollicitait énormément sur des questions de médias citoyens, médias de proximité, médias participatifs, où il fallait apprendre aux jeunes à prendre en main des outils médiatiques pour fabriquer leur information eux-mêmes. Après les attentats de Charlie Hebdo, on m'a demandé d'intervenir quasi exclusivement sur la question du complotisme, du conspirationnisme, des théories du complot. Et là, avec Donald Trump, puis avec les Gilets jaunes, on me demande en ce moment beaucoup de travailler sur les fake news et donc la manière dont les jeunes vont s'informer via les réseaux, etc. Et donc, en fait, il y a c'est les institutions qui nous financent et qui financent des collectifs ou des structures pour mettre en place des actions d'éducation aux médias. Et nous, du coup, avec plusieurs journalistes, on a réalisé des résidences d'éducation aux médias. On est intervenu dans un nombre de classes assez important, puisque c'est un thème qui justement sollicite beaucoup les institutions en ce moment. Et on s'est posé la question, c'est-à-dire que tout le monde dit que l'éducation aux médias, à l'information, c'est quelque chose de bien, qu'il faut le faire, qu'il faut le mettre en avant. Là, il y a le gouvernement qui a annoncé un plan à 2 millions d'euros pour cette année. Et en fait, il y a très peu de débats sur comment doit être construite l'éducation aux médias. En fait, quelles sont les valeurs qu'elle prodigue, comment on la fait, quelles sont les manières de faire de l'éducation aux médias. Et nous, on s'est rendu compte, en fait, pendant ces 6 années, que c'était pas utile d'aborder la question frontalement. C'est-à-dire qu'on était dans l'erreur si jamais on allait dans les classes, si jamais on allait dans des collèges et des lycées, et qu'on disait aux jeunes comment s'informer. Et qu'on leur disait comment s'informer, et que la bonne manière de s'informer, c'était d'aller vers la presse traditionnelle. Parce que de toute façon, on est face à des générations qui ou alors marginalement n'achèteront plus de journaux papier ou ne consommeront plus d'informations traditionnelles. Et du coup, l'idée du collectif, c'était de réfléchir aux manières de faire de l'éducation aux médias. Et nous, ce qu'on met en avant, c'est de la faire de manière horizontale. C'est de s'inspirer de l'éducation populaire. Et donc, c'est de construire en fait une éducation aux médias qui soit adaptée aux nouvelles pratiques des jeunes générations. C'est-à-dire alors ? C'est-à-dire que... Les jeunes générations à partir de quel âge ? À partir de là, quand je parle de jeune génération, je parle de... En fait, moi, là, cette année, je réalise... j'ai amené des extraits qu'on pourra regarder éventuellement tout à l'heure, mais je réalise un documentaire sur une classe de 3e qui est une classe à option média, donc ils se posent des questions sur les médias, ils fabriquent des médias pendant toute l'année. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est qu'ils ont une pratique qui est double et qui rentre parfois en conflit, qui est la pratique des médias qu'ils ont avec leurs parents,
qui regardent la télé majoritairement ou qui écoutent la radio, et où ils voient un certain type d'informations, et eux, ils ont une pratique sur les réseaux sociaux, où là, c'est intéressant parce que sur les réseaux sociaux, ils vont à la fois voir et faire confiance plutôt à leurs amis qui partagent, et ensuite, là, ils sont en train d'aller vers les médias traditionnels qui ont créé des comptes Snapchat, donc Le Monde, Combini, ils ont créé des comptes Snapchat, ils sont sur Instagram, et donc ils vont aller vers ce type d'informations-là aussi. Et les plus jeunes, à partir de quel âge, en fait, peut-on commencer l'éducation aux médias ? C'est compliqué de répondre à cette question, mais en fait, à partir du plus jeune âge, en fait, ans. l'éducation aux médias, elle se caractérise par la construction d'un esprit critique qui va nous construire un nouveau rapport à l'information. Donc à partir de là, on est soumis dès l'âge de, je sais pas, 5 ans, dès l'école primaire, en fait, à des informations. Sachant que là, on sort de la plus grosse fake news qui soit, qui est le Père Noël. Non mais c'est vrai, non mais sans rire. Avoir dit pendant 6 ans, si, il y a des rennes qui volent dans les nuages, après, bon, ne crois pas tout ce qu'on te dit, non mais sans rire, c'est aussi un enjeu qui est extrêmement important. L'éducation aux médias, si je dois en parler un petit peu aussi, Radio France s'est lancé s'est lancé depuis quelques temps, comme tu le disais, Lucas, au lendemain de Charlie Hebdo surtout, et sans dire tout le dispositif parce qu'il est assez ambitieux, la règle d'or. Là encore, les termes éducation aux médias, c'est un terme générique. Je n'aime pas l'idée de éduquer aux médias. Je crois qu'effectivement, et la démarche est à peu près la même que Lucas, il s'agit de présenter ce qu'est un outil, comment il fonctionne, et de leur donner entre les mains. Voilà ce que c'est le journalisme, voilà ce que c'est une presse, un micro, un outil de montage. À vous de vous en emparer et à vous de l'utiliser. Et vous allez voir comme c'est difficile. Et à partir du moment où la difficulté de traiter la chose leur apparaît, ils vont comprendre que ce n'est pas si simple. Et autre chose, cette intention pédagogique a deux intentions, je suis fatigué, développer le sens critique et développer le sens de l'expression. C'est ça l'éducation aux médias. C'est vraiment les armer pour que justement, dans un flux de notifications, le fait qu'aujourd'hui l'information vienne à nous par les flux de notifications sur les téléphones et qu'on n'aille plus à l'information, qu'ils sachent décrypter ce flux qui va leur arriver. Justement, par rapport au flux de notifications, Florence, à Kinshasa, comment faire ? Tu as évoqué tout à l'heure les difficultés dans les rumeurs, donc tu as parlé de la difficulté de l'exercice. Tu n'as pas tellement dit justement comment, en sachant qu'on est un peu seul quand même quand on est correspondant à l'étranger. On a quelques confrères, mais on est quand même assez seul aussi, dans un pays qui n'est pas le nôtre. Oui, alors, encore une fois, ce qui peut être un avantage, si on regarde la position des journalistes français qui aujourd'hui sont indexés par la population pour leur mauvais traitement ou pour... Bon, l'avantage, c'est qu'on est rarement à Kinshasa 80, 70 dans une meute à traiter une information et à tous la rapporter de la même manière. Donc c'est aussi un atout. Et à titre individuel, c'est aussi une motivation d'évoluer dans un environnement où on n'a pas un millier d'informations identiques qui vont sortir par les collègues, se recouper et être dans ce... L'information est rare, en fait. C'est un environnement où l'information est plus rare. Pour répondre à la question qui n'était pas celle-ci, comment on fait dans le flot de rumeurs il n'est pas toujours possible, dans plein de circonstances d'ailleurs, mais en tout cas à Kinshasa, au rythme où va l'information, c'est-à-dire quotidienne, d'arriver à démêler le vrai du faux dans toutes, pour le coup, les fake news que vont répandre les politiques, etc. Moi, la façon dont je considère mon travail, c'est qu'il faut être transparent avec nos auditeurs sur ce que sont les zones grises. On ne peut pas toujours avoir de réponse à tout. On ne peut pas toujours démontrer qu'une parole publique est mensongère, mais on peut poser des questions. On peut dire dans nos articles ce qu'on sait et aussi ce qu'on ne sait pas. Le terrain africain m'a appris à sortir de l'illusion selon laquelle un journaliste avait forcément des réponses, avait forcément un récit uniforme, savait forcément exactement ce qui s'était passé. Et je pense que c'est comme ça qu'on informe correctement les gens, en disant ça on le sait, ça on ne sait pas, en faisant des papiers questions. On fait très souvent ça. Je vais prendre un exemple précis. Il y a eu un incendie très singulier à 3 semaines de l'élection présidentielle. Il y a des machines à voter qui devaient servir pour l'élection qui ont brûlé. Voilà, il y avait évidemment
évidemment une intention politique derrière. J'avais pas les moyens de le prouver, mais je savais évidemment qu'il y avait énormément d'éléments troublants. On fait très souvent ce genre de papier. On peut pas dire frontalement tout ça est un gros mensonge, une grosse manipulation des autorités, mais on fait la liste des choses qui sont interpellantes et nos auditeurs qui, étrangement, sont peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, sont finalement assez armés face à ces fake news, parce que la parole politique n'a pas de crédit, les gens ne croient pas les mensonges qu'on leur sert. Nos auditeurs comprennent. On a vu apparaître avec les Gilets jaunes, Romain, le principe du live vérité. C'est-à-dire que des Facebook Live pouvaient durer 6 heures, et à partir du moment où ils étaient en live, en direct, en permanence, c'était la vérité. Que si on avait une part de montage, alors déjà c'était orienté. Et cette idée de Facebook Live qui donc donne une sorte de vérité s'est imposée. Est-ce la vérité ou pas? J'ai ma réponse, hein, mais je veux entendre la tienne. Alors, est-ce la vérité? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un exemple intéressant dans le cas des Gilets jaunes sur justement la manière dont la défiance à l'égard des médias va aussi créer des nouvelles pratiques. C'est-à-dire qu'on va avoir des Gilets jaunes qui, dans les manifestations, vont s'inventer ou se sentir devenir journalistes et inventer des nouvelles manières de filmer, de récolter des témoignages, ou cette pratique justement du Facebook Live en direct, ou le fait de refuser une entrevue avec un ministre parce que celle-ci ne sera pas retransmise en direct sur Facebook, ce qui a évidemment irrité un petit peu le Premier ministre. Mais voilà, il y a aussi derrière tout ça, il y a du bon et du moins bon. C'est-à-dire que, mais c'est lié en fait aux promesses démocratiques qu'on a vues derrière Internet. C'est-à-dire qu'effectivement, au début du web grand public, on a dit Internet, c'est la libération de la parole, c'est la possibilité de créer des médias alternatifs, indépendants des pouvoirs politiques, économiques, ce qui est vrai, très concrètement. Mais dans ce projet politique qui est d'ouvrir la parole à tous, on a aussi des voix qui se font entendre, qui vont être des voix qui vont chercher à manipuler l'information, ou qui vont être des voix haineuses. Donc il n'y a pas de bien ou de mal derrière tout ça. Ce sont les espoirs et les désillusions qu'on peut avoir par rapport au rôle d'Internet dans le débat public sont en fait les deux facettes d'une même pièce, quelque part. Moi, je dirais simplement, puisque étant voilà, on est un peu sur le terrain, que je suis un peu heurté par ces Facebook Live en disant que c'est la vérité, pour la simple et bonne raison que c'est une partie de la vérité. C'est-à-dire que ce qui est dans le champ de la caméra est une partie de la vérité, mais on n'a pas ce qui se passe déjà dans la temporalité, ce qui se passe avant et ce qui se passe après, et on n'a pas ce qui se passe dans le champ. Or, le travail du journalisme, c'est justement de mettre en perspective et de contextualiser. Et ce principe de Facebook Live, de dire quand on est en direct, c'est la vérité parce qu'on ne peut pas tricher, est un peu biaisé, non? Oui, et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'éducation aux médias, justement, éduquer aux médias par la pratique journalistique et montrer que être journaliste, en fait, c'est une profession qui a des codes déontologiques à respecter. Alors après, on peut choisir de les respecter ou non, mais un journaliste sera toujours jugé par ses confrères à l'aune du respect qu'il a eu ou pas par rapport à ces principes déontologiques. Et donc, le faire par la pratique, montrer que non, en fait, c'est compliqué de recouper des sources, que contextualiser une information, c'est pas si simple que ça demande du travail, ça demande du temps, c'est effectivement quelque chose de très important et évidemment les pratiques de Facebook Live ne vont pas forcément dans ce sens. Lucas, c'est des questions qui sont posées depuis. Est-ce que par exemple le mouvement et la crise de défiance qui a suivi a changé l'ambiance et le ton des sessions d'éducation aux médias? Je dirais plus qu'il a permis aux élèves de verbaliser des questions qu'ils avaient. Mais après, les questionnements restent les mêmes. C'est juste que voilà, elles sont mises en exergue à travers ce mouvement. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur les Facebook Live, en fait, c'est très intéressant parce que donc, dans la classe où j'ai réalisé le documentaire, l'enseignant a lancé un débat de 2 heures, dont j'ai un petit extrait, qui était sur le thème comment faire confiance aux informations, comment exercer son esprit critique face aux informations. Et en fin de compte, les 2 heures du débat ont été occupées par les Gilets jaunes, la question des Gilets jaunes, et en fait, ils sont arrivés à la fin sur la question de est-ce qu'on peut plus faire confiance au live Facebook, c'est de l'information brute. Il y a un début, une fin. On sait que c'est pas monté. On sait effectivement qu'il n'y a pas l'envers, ce qu'il y a autour, mais en tout cas, ça dure plusieurs heures et on peut se faire son avis à partir de ce qu'on y voit.
Ou est-ce qu'on peut plus faire confiance à ce qu'on voit dans les médias traditionnels et qui sont mis en forme par des gens dont c'est le métier? Et en fin de compte, la classe était très divisée à ce sujet-là, puisque certains étaient plutôt favorables aux journalistes, certains étaient plutôt favorables à la pratique des lives sur Facebook. Et en fin de compte, c'était intéressant parce que les jeunes étaient confrontés vraiment à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'information qui était donnée dans les médias audiovisuels, qu'ils regardaient avec leurs parents, et où là, jusqu'au début du mois de janvier, on ne parlait pas du tout de violences policières, et on parlait plutôt des violences à l'égard des policiers. Et sur Internet, ce qu'ils voyaient sur les Facebook Live, où là étaient très mis en avant les questions de violences policières. Et donc en fait, il y avait un espèce de questionnement chez eux où c'était tellement différent qu'il y avait une vraie interrogation. Et l'interrogation de savoir où est-ce qu'on doit faire le plus confiance. Et les élèves, maintenant, après un travail d'esprit critique de plusieurs mois, sont capables de dire c'est ni l'un ni l'autre. En fait, il faut prendre un peu des deux, quoi. On peut regarder maintenant peut-être alors l'extrait du... Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. D'accord. Mais alors, je vais peut-être les présenter. Donc, ça dure pas longtemps. Il y a 3 extraits de 1 minute 30 chacun. Le premier extrait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur la question de partir de leur pratique et donc de voir comment en fait leur esprit critique il est déjà présent et en fait il a besoin de cadres où s'exprimer et qu'en fait on peut pas les forcer à lire des journaux papier, mais par contre on peut les aider à construire leur manière de s'informer sur les réseaux sociaux. Donc vous allez voir là, le premier extrait, c'est une élève qui raconte comment elle s'informe et c'est assez parlant de ce point de vue-là. Le deuxième extrait, c'est une conférence de rédaction. Donc là, on les voit en train de réfléchir à la manière dont ils vont porter une parole, porter un récit médiatique. Et le troisième extrait, c'est un extrait de ce débat-là dont je parlais à l'instant. Allons-y alors. Si c'est bon. Alors moi, c'est simple. Tout d'abord, je commence à checker Snap. Je regarde un peu, si vous voyez, les stories de tout le monde. Et on peut voir qu'en ce moment, il y a BFM qui sort des stories. Je pense que ça s'appelle Les Pépites et qui parle de beaucoup de choses. Il y a Combini aussi qui parle de l'actu. Ensuite, dès que j'ai checké tout ça, je m'en vais de Snap, je pars sur YouTube. Et quand j'arrive sur YouTube, je vais dans les tendances, je regarde un peu tout ce que tout le monde regarde. Et je vais sur l'actualité. Et là, je regarde tout ce qu'il y a en ce moment. Je regarde aussi les dates. Par exemple, si c'est une vidéo qui date de 5 ans, je vais m'y intéresser. Mais pas énormément. Par contre, si je vois qu'elle a été postée il y a 2 jours, 1 semaine, 2 heures, là je vais m'intéresser à fond et je vais essayer de développer et chercher tout autour. Dès que j'ai fini de checker tous les réseaux sociaux, je vais sur la devanture de Google où on peut voir des tendances, des thèmes qui sont abordés et on peut toujours voir que c'est soit du direct, soit des informations qui datent de 2 heures, 3 heures, une demi-heure, 1 heure. Et c'est comme ça et ensuite je compare entre toutes mes infos que j'ai et j'essaye de me forger une propre opinion et de comprendre. Je vais pas tout simplement dire ouais, ils manifestent et puis c'est tout. Je vais comprendre, je vais essayer de savoir pourquoi ils manifestent, comment ils manifestent et tout ce qui est autour. Bien, la conférence de rédaction va commencer. C'est à vous la parole, les rédacteurs en chef. Donc comme vous le savez, on a bientôt la première émission de radio. Donc on va vous poser plusieurs questions, on va essayer de discuter, d'en débattre pour d'abord trouver un thème. Est-ce que vous auriez des idées? Des matchs de foot. Oui. Oh, Le foot. La boxe c'est réservé qu'aux garçons. Et par exemple, si une fille elle commence à en faire, bah, on va dire qu'elle devient à peu près un garçon. Et si par exemple la gym ou la danse, bah, on dit que c'est réservé qu'aux filles, alors que si on dit qu'un garçon commence à faire de la danse classique ou même de la gymnastique, et ben on va dire oui, tu te transformes peu à peu en fille. Ouais, bah, c'est le sexy, on met qu'un thème, après on va parler que de ça, après le public ils vont s'enlacer. En plus, on se dit, on est des jeunes, on va faire une émission de radio. Ouais. Déjà, rien que les grands, les parents, quand ils vont nous écouter, ils vont se dire c'est des jeunes, ou pas, ils vont dire n'importe quoi. Alors que déjà, il faudrait essayer de captiver les jeunes et forcément, il y aura les grands. Mais je sais pas comment vous expliquer, mais là, j'ai l'impression qu'on reste sur des thèmes, toujours des thèmes qu'on a déjà fait et déjà refait. Tous les jours, on entend la radio des hommes parler de la politique, parler de ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde des affaires. Pourquoi on ne pourrait pas, nous, en étant enfants, donner notre avis sur ce que nous, on pense de... Genre de notre point de vue, dire... Ouais, je trouve ça intéressant. Hein. Si on arrive à prendre un sujet politique et de le trouver de manière super originale, drôle, etc., et qu'au final, tu apprends des choses.
Bah ça c'est super. Nous, on va apprendre des choses. Personnellement, moi je vais apprendre une chose, c'est que je vais apprendre votre regard, et ça m'intéresse. Il faut prendre du temps pour travailler, que ce soit une chronique, une rubrique, quelque chose dans la presse écrite ou à la télé, ça doit être travaillé. Et souvent, les patrons des médias ou l'État, etc., vont mettre la pression sur les journalistes pour qu'ils puissent travailler plus vite. Et donc, des informations, des fois, elles sont faussées. Vous êtes d'accord avec Flora quand elle dit que parfois il y a une pression qui est exercée sur les journalistes qui doivent travailler un peu dans l'urgence? Mariam, après. Après, les informations, c'est aussi à nous qu'on écoute de vérifier s'ils sont vrais ou pas. En fonction de tous les médias, on écoute un peu tout. Et on voit s'il y a des informations qui se répètent ou pas. C'est que c'est sûrement une information, une bonne information. Ah, ça, je suis sûr que tu as des choses intéressantes à dire. Non, j'aime pas parler, c'est pour ça. Ah oui, mais là, c'est un débat, ça. Et tu t'es évalué. Si j'aime pas parler, j'aime pas parler. Non, ça, non. C'est pas possible, ça. Non, il faut que tu changes d'attitude, là. Vous informez plutôt comment? Alors, on va poser la question à Afsa. Comment toi, tu t'informes d'habitude? Sur les réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on a une pluralité des informations? C'est-à-dire, est-ce qu'on a plusieurs opinions de présenter quand vous êtes sur Twitter, sur Snap ou sur Facebook, par exemple? Julien. Moi, je trouve que c'est mieux quand même d'avoir plus l'avis du peuple, parce que la télé, on ne voit pas assez, alors que sur Internet, tout le monde peut s'exprimer, parce qu'on peut poster des articles ou alors faire des vidéos quand on veut. Et du coup, c'est mieux de voir l'avis de tout le monde. Comme ça, à la télé, on ne voit pas toujours les mêmes personnes qui parlent toujours les mêmes choses, avec toujours les mêmes opinions. Et par exemple, quand quelqu'un va faire un article ou qui va faire quelque chose sur un thème en particulier, ça va être filtré, parce que vu que c'est professionnel, il y a beaucoup de gens qui vont le voir avant de le valider. Et si par exemple il y a un moment où c'est un peu choquant, où ça ne va pas passer, parce que ça va passer à la télé, alors que si c'est amateur, il filme ce qu'il voit, et du coup on peut voir ce qui est brut en fait. On voit l'information, on voit l'image, et on en déduit ce qu'on voit, et je trouve que c'est mieux. Alors moi, c'est simple. Je m'excuse pour la piètre qualité du montage, mais je suis en montage actuellement, donc j'ai juste concocté ce truc rapidement pour aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il y a plein de bugs de caméra. Est-ce que tu les estimes représentatifs de leur génération? Alors, il faut savoir que c'est la première, clairement non. Si, la première. Mariam Ouais, Mariam est quand même au-dessus. On va dire. En fait, oui et non. C'est-à-dire que Flora, Flora qu'on voit parler, qui est la rédactrice en chef, donc qui distribue la parole, c'est vraiment une élève brillante, etc. C'est un collège qui est en REP+. Donc, c'est-à-dire qu'à la fois, ils ont des problématiques sociales et de précarité qui sont très élevées, mais à la fois, c'est un collège REP+, donc qui a des financements en plus, et ils ont justement cette option média, ils ont du matériel, ils peuvent animer des émissions de radio. Représentatif non, parce que là quand on les voit en débat, ça fait 3 mois qu'ils cogitent sur les médias. Par contre, Mariam, c'est pas une bonne élève. C'est pas une bonne élève. C'est pas une mauvaise élève, c'est-à-dire que c'est une élève normale. Par contre, c'est une élève qui a une pratique des réseaux sociaux qui est extrêmement développée et qui en fait réfléchit sur sa propre pratique des réseaux sociaux. Donc je vais pas dire que c'est le cas de tous les jeunes. Par contre, les jeunes qui sont inscrits dans des processus d'éducation aux médias peuvent arriver à ce genre de discours, je pense, assez rapidement. C'est pour ça que moi, j'insiste sur la manière de faire et donc le cadre. C'est-à-dire que là, vous l'avez vu, c'est-à-dire que les profs sont complètement absents. Et ce n'est pas les profs qui, de manière descendante, vont apprendre à leurs élèves comment s'informer, mais ils vont leur donner la parole et eux, ils vont se réguler entre eux et ils vont se faire progresser entre eux. Et en fait, pour moi, la majorité des jeunes peut arriver à ce genre de discours et de réflexion s'ils sont mis dans des cadres justement où on leur laisse exprimer son esprit critique sans leur dire non, t'as tort, mais où on les laisse se construire leur propre esprit critique en fait. Le contexte familial, il joue beaucoup aussi, parce que les parents ne sont pas forcément aussi, j'aime pas le mot, mais c'est le seul qui me vient à l'idée, armés pour comprendre. Mais bien sûr, là on a vu, il y a une étude scientifique qui est sortie qui a montré que les personnes âgées partageaient 7 fois plus de fake news que les jeunes sur les réseaux sociaux. Et en fin de compte, moi c'est un des trucs pour lesquels je me bats avec le collectif, c'est de dire, en fait c'est très important de faire de l'éducation aux médias avec les jeunes, mais il faut en faire vraiment avec toutes les strates de la société. Et pas seulement dans les quartiers populaires, heureusement c'est pas ce qui est le cas, mais il y a un travail justement avec les parents. Moi j'ai une
toute petite anecdote, c'est que on avait fabriqué une fake news avec des élèves de primaire, donc c'était en CM1. On avait fabriqué comme fake news qu'il y avait un rappeur qui a des propos assez graveleux. La fake news, c'était on avait fait un faux article comme quoi il allait venir faire une intervention au collège, à l'école primaire. On avait partagé l'information. Tous les parents avaient répliqué à l'école en disant mais c'est quoi ce bordel ? Et en fait, c'était super parce que du coup, on avait fait un temps d'échange où les élèves, leurs enfants, leur avaient expliqué comment vérifier l'information qui était fausse. Et donc, je pense que ça, c'est des dispositifs qui peuvent être intéressants à développer. Romain, on peut dire que, surtout cette année, mais ça existait déjà, que finalement, chaque rédaction en France, c'est assez bien positionné sur le fact-checking, avec plus ou moins des résultats heureux, mais enfin, il y a quand même un travail qui est fait. Maintenant, est-ce qu'on n'est pas dans le danger inverse ? C'est-à-dire que dans fact-checking et dans cette obsession de rechercher la fake news ou la fausse info, on va finalement prendre, en cherchant, on va en trouver une qui n'existe pas dans le débat public, et donc on va la sortir de l'inconnu, de l'invisible, et on va lui donner une réalité qu'elle n'aurait pas eue si on n'avait pas voulu lutter contre elle. Est-ce qu'on n'est pas dans ce piège-là aujourd'hui ? Alors, c'est un risque qui existe effectivement, que si une rumeur circule à petite échelle et qu'un grand média lui donne de l'écho, ça va contribuer encore plus à la faire connaître. Mais ça, je pense que les journalistes en ont bien conscience. Et justement, les nouvelles formes de fact-checking qui émergent aujourd'hui, elles font attention à ça. Je pense que la plupart des sites de fact-checking, déjà, vont s'intéresser à des rumeurs qui ont atteint un certain niveau de diffusion pour essayer de stopper leur diffusion. En tout cas, c'est ce que font, par exemple, les décodeurs du monde, où je pense aussi à ce que fait Libération avec Check News, où ils prennent le problème un peu différemment. Ils vont dire aux internautes quelles sont les rumeurs que vous avez vues passer et que vous auriez envie qu'on vérifie, en fait. Donc ce sont les internautes qui disent est-ce que c'est vrai que les célibataires devront accueillir un migrant chez eux ? Est-ce que c'est vrai que Emmanuel Macron va supprimer les allocations familiales ? Et donc eux vérifient, et cette démarche d'échange, elle est assez intéressante. N'est-ce pas une époque un peu folle quand on entend un chroniqueur, par exemple Pierre Aski, devoir faire 4 minutes sur le pacte d'Aix-la-Chapelle pour dire non, l'Alsace et la Lorraine ne sera pas rendues à Angela Merkel ? Alors, c'est une époque un peu folle, mais en fait, cette époque, elle a toujours existé. Je veux dire, les rumeurs politiques ont toujours existé. C'est pas. Alors, Internet facilite leur diffusion, ça c'est clair. Facilite aussi potentiellement leur impact dans le débat public. Mais en fait, ce que font les réseaux sociaux, c'est plutôt révéler quelque chose qui existait déjà dans la société. C'est-à-dire que les rumeurs, ça a toujours fait fonctionner le lien social. On en a tous. Tout le monde dans cette salle a contribué à un moment dans sa vie à faire circuler une rumeur. On a tous des manières, une défiance, enfin on n'a pas tous une défiance envers les médias, mais la défiance envers les médias, elle n'a pas attendu non plus les réseaux sociaux. Et donc ce que font Facebook et Twitter, c'est nous montrer ce qui existe déjà dans la société, peut-être un petit peu l'encourager, mais c'est pas ça qui produit cette défiance en tout cas. Et pour parler du dispositif Radio France, on est parti sur ce qu'on appelle le data journalisme, qui est quelque chose qui n'existe pas encore, qui est un peu exploré par la BBC, qui consiste à faire de l'analyse de veille de données, de travailler les algorithmes. Et ça, ce sont à la fois des ressources éditoriales pour les enquêtes, l'investigation et les temps longs. Et en même temps, c'est aussi quelque chose qui permet de travailler les algorithmes et de viraliser le vrai. Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est quand même c'est pas tant que combattre le faux que de faire émerger le vrai. En tout cas, l'information viable et vérifiée. Le vrai, c'est un peu prétentieux. Mais l'information viable et vérifiée et sourcée. Et c'est surtout ça, en fait, aujourd'hui. Il faut aussi penser à mettre en avant, ne pas être toujours sur la posture défensive, mais mettre en avant le principe d'une information fiable et vérifiée. Je vous avais promis qu'on allait couper la poire en deux. Donc c'est maintenant. Si vous voulez vous emparer du micro, c'est à vous. Sinon, on continue. Oui, une main qui se lève. Alors, est-ce que c'est moi qui dois donner le micro, en fait ? Parce que je me lance dans la... Non, c'est gentil. Ok. J'ai vu une main se lever au milieu de la salle. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci. Juste une question. J'ai l'impression, moi j'ai 46 ans, depuis l'âge de mes 20 ans, je regarde les journaux, je lis, enfin je parcours l'actualité journalistique en tout cas. Et j'ai l'impression que parfois, de temps en temps, on a vu évoluer les journalistes, à la télévision notamment, sur des discours un peu convenus.
Et que parfois, justement, on est intéressé de voir des gens dans le PAF qui ont un peu plus d'agressivité. Hier, j'entendais dire qu'il fallait sortir, quand on était journaliste, sortir les informations de l'invisible, faire émerger des choses qui ont du mal à apparaître. Et effectivement, parfois, les gens n'ont pas les capacités, en tout cas, de pouvoir intervenir sans avoir un bagage intellectuel assez fort. Et quand je disais de discours convenus, il arrive que la manière d'organiser un débat télévisuel, par exemple, ne permette pas à des spécialistes d'intervenir directement. Quand j'entends spécialiste, un spécialiste journalistique, hein, ça pourrait être, je ne sais pas, un spécialiste, les noms ne me viennent plus à l'esprit là, parce que là. Mais ma question est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait intéressant, justement, de parfois, dans certains débats, pour sortir de ce qui nous paraît un peu convenu, d'aller vers se donner la possibilité de sortir juste d'un dialogue, des questions posées, et puis d'éclairer un sujet ou même une idée ou un raisonnement avec des questions qui mettent en relief, qui cherchent à éclairer d'un autre point de vue, avec des spécialistes de la question. C'est justement le chemin qu'on est je laisserai répondre ensuite, le chemin qu'on fait à Radio France. C'est-à-dire que les journalistes ne peuvent pas être experts de tout. On le voit notamment sur la question de l'environnement, qui peut être parfois très technique. Il ne faut pas avoir peur de s'ouvrir à la société civile. Sur des thématiques comme les sciences, même l'économie, l'environnement, il faut ouvrir un peu. Quand je dis qu'on est un microcosme, je pense qu'il faut s'ouvrir en effet à la société civile et que ce n'est pas un discours d'affichage. Il faut le faire. France Inter commence à le faire quand même. On a de moins en moins d'invités politiques. Il ne faut pas oublier que l'invité politique du matin, c'est une tradition historique. Donc ça fait 60 ans que c'est comme ça. Donc tout changer du jour au lendemain, c'est pas simple non plus. Mais s'ouvrir à la société civile sur des domaines d'expertise, c'est en effet l'avenir d'un journalisme plus collaboratif. Et c'était en effet une clé pour demain. Maintenant, je laisse mes compagnons répondre. Non, moi, je suis assez d'accord. Je pense que ça commence à rentrer. Enfin, on voit de plus en plus ce type de pratique, justement, de chercher à mobiliser d'autres sources d'expertise dans la société civile, à inviter des gens un petit peu différents aussi. Ça, je pense que, par exemple, c'est quelque chose aussi qui a été porté par Internet, par l'essor des pure players, d'autres types de médias qui ont justement valorisé ce qu'on appelle l'expertise profane, c'est-à-dire que dans la société, il y a des gens qui sont spécialistes de sujets parce que ça les passionne et qui ont des choses très intéressantes à dire et qu'on peut mobiliser sur des sujets de société. Alors, je suis un peu à côté de ce que vous disiez, mais... Non, pas tout à fait. Une autre question, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Il existe beaucoup d'initiatives de nombreux acteurs en termes de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. On appelle ça un petit peu comme ça dans le milieu. Et il me semble que le couplage d'actions grand public auprès des jeunesses, que ce soit dans le cadre de l'école ou du cadre de l'éducation informelle, donc des actions qui visent à aussi acculturer un peu plus le public aux enjeux scientifiques pour comprendre en fait le monde dans lequel on vit, avec beaucoup de choses qui changent. Je trouve que le couplage éducation aux médias et diffusion de la culture scientifique, ça serait intéressant. Et je voulais votre regard là-dessus, notamment l'implication des médias dans cette diffusion de la culture scientifique. Je pense surtout aux médias régionaux, aux médias locaux, à la presse territoriale. Parce que c'est vrai qu'il y a des super émissions sur des grandes chaînes d'infos publiques, je pense à la radio, la tête au carré, des choses comme ça. Mais aussi, je trouve qu'il y a un enjeu à ce que des médias plus locaux, plus proches des gens dans leur territoire, puissent se saisir de ça. Et dans un contexte de défiance vis-à-vis des médias, je trouve qu'ils puissent éclairer aussi sur la culture scientifique. Ça serait un bon couplage, voilà. Et c'est assez difficile. Voilà. C'est très difficile, mais alors on n'est pas dans la proximité, mais on est dans le numérique. Par exemple, en septembre prochain, c'est encore un projet, mais il a de fortes chances d'aboutir. On va développer une bibliothèque numérique sur France Culture, qui est en fait une organisation par thématique. Les sciences, les grands textes classiques, l'histoire. Et là, c'est pas l'éducation aux médias, c'est l'éducation par les médias. Et ça
vocation à s'adresser aux étudiants supérieurs, aux universitaires, mais pas que. À tous ceux qui se passionnent évidemment pour ces thématiques-là. Et ce sera en collaboration évidemment avec des experts de la chose. C'est un projet et j'espère qu'on pourra le développer. L'éducation par les médias, Lucas, puisque c'est un peu ça, non, finalement, la question? Non, pas tout à fait. Donc en fait, oui, c'est ça. Des actions un peu différentes des loisirs dont on fait l'écho, mais voilà, qu'on sache dire, il y a un planétarium numérique qui se promène, une expo muséum. En général, c'est assez bien retraduit, mais par les mais peut-être pas suffisamment, il me semble. Par les journaux locaux, vous voulez dire alors? Notamment. Plus. Là, je n'ai pas la réponse. Là. Même si je pense que France Bleu fait, concernant Radio France, ce boulot-là, mais Lucas. Non, mais je ne sais pas trop quoi vous répondre, c'est une super bonne idée. En fait, moi, ce que je pense, je vais répondre un peu à côté, mais je pense qu'on va se recouper, c'est que, en fait, moi, le travail que je fais avec les jeunes, c'est aussi, ça part d'une considération qui est la mienne, mais qui est très subjective, mais qui est l'idée que les médias n'ont pas le seul rôle d'informer. C'est-à-dire que les médias, la presse donnent de l'information, c'est très important d'informer les gens, que les gens connaissent des faits, mais pour moi les médias ont aussi un rôle social en fait, un rôle de représentativité, c'est-à-dire que je pense que c'est aussi une des raisons de la défiance, c'est que les jeunes que j'ai en atelier ne voient pas d'émissions ou ne voient pas de journalistes qui leur ressemblent et avec lesquels ils peuvent construire un processus d'identification. Et quand on est dans une ville comme Roubaix où la presse a construit Roubaix comme la ville avec le plus fort taux de chômage en France, comme la ville la plus pauvre de France et comme la ville de l'abstention, je pense que c'est très compliqué pour les jeunes de se construire médiatiquement face à ce miroir-là. Donc, j'arrive vers vous. Moi, le travail que j'essaye de faire, c'est de construire avec eux un chemin qui va les emmener vers les médias qui leur ressemblent et vers des médias qui sont plus adaptés à eux. Et donc, notamment avec les enfants et les adolescents, il y a des médias pour enfants et pour adolescents qui existent. Il y a le Petit Libé qui fait un super travail. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont fait un dossier sur l'écologie qui est vraiment super et qui est très adapté aux enfants. Il y a Arte Journal Junior qui fait aussi ce travail-là qui est très intéressant. Il y a France Télévisions qui fait ça. Il y a Un jour une question sur YouTube, etc. Et toutes ces choses-là permettent à des jeunes d'aller vers des médias qui leur ressemblent puisqu'ils parlent leur langage et ils sont faits à partir souvent de leurs questions. Donc je pense que, pour moi, c'est vers ça qu'il faut aller, quoi. Bon, on est entre nous, même si on est filmé, mais on a essayé de monter un comité scientifique parce que les sciences, c'est quelque chose qui est... Mais il y a une demande d'émissions scientifiques ou d'articles scientifiques. Dès qu'on fait sur le numérique, sur n'importe quel site de Radio France, que ce soit Culture, Inter ou Info, un article ou un dossier en relation avec les sciences, le taux de lecture est incroyable. Donc, il y a eu l'idée de fonder un comité scientifique qui aurait pu alimenter, justement en expertise ou en contenu, en matière, des choses sur les sciences. Eh bien, la concurrence entre... ça veut dire qu'on sort 7 ou 8 personnes des grandes écoles ou des grands domaines de compétences. Donc ça veut dire qu'on met la lumière sur 8. Je ne vous raconte, vous avez compris en fait. La concurrence, les coups bas, c'est très compliqué à monter. Très compliqué. On essaye, on n'a pas perdu espoir, mais il faut trouver le fil qui fait qu'on ne va froisser aucune susceptibilité et créer aucun clash dans la communauté scientifique parce qu'on va éclairer une compétence plus qu'une autre. Voilà. Un rebond, je voulais rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure sur le rôle citoyen des médias. Je suis le directeur de France Bleu et c'est pour ça, voilà, je suis juste derrière vous, madame. Et pour dire deux choses. D'une part, effectivement, que ce rôle citoyen, il est effectivement affirmé dans la relation qu'on a simplement avec les citoyens qui nous écoutent, mais que ça va au-delà de ça. Par exemple, dans l'éducation aux médias, beaucoup de stations de France Bleu sont investies. Et ce que j'ai vu sur l'écran nous ramène, nous, à ce qu'on fait ici localement avec un collège en Ré+, qui est le collège Jean Rostand de l'Argonne, et j'ai retrouvé dans les visages de ces enfants ceux desquels avec on travaille, et je fais le même constat. Moi, j'étais sidéré de leur maturité,
dès lors qu'on enclenche avec les professeurs un travail vraiment sur cette question de la relation aux médias, on arrive très vite à des comportements qui sont comme ceux qu'on a vus dans ce documentaire, avec des conférences de rédaction qui sont très intéressantes et déjà une maturité assez forte dans la relation aux médias. Et ça, je dois dire que ça rend plutôt confiant. Mais ça renvoie aussi au fait que, là, on parle d'émissions de radio, ces adolescents n'écoutent absolument pas la radio. Ça n'est absolument plus leur média. Et que le souci qu'on peut avoir dans l'utilisation du média radio en proximité, c'est celui du public. C'est que le public aujourd'hui des médias de proximité est un public âgé. L'âge moyen des lecteurs de la PQR et des radios de proximité, il se situe plus autour des 60 ans. Donc voilà, quand on parle d'éducation scientifique ou d'éducation tout court par le biais des médias de proximité, c'est un peu difficile parce que la notion de proximité, elle renvoie déjà vers des publics qui sont des publics qui en sont curieux, et ce sont des publics qui sont souvent très installés dans la vie et dans leur région. Merci monsieur. Une autre question? Oh pardon, Florence. Non, mais je voulais rebondir. Finalement, je vous entends, puis je me dis que le Congo est en avance, en fait, d'une certaine façon. Parce que le Congo est jalonné de centaines, peut-être même milliers de radios communautaires, très locales, qui jouent ce rôle-là de proximité, véritablement. Ça existe encore. Et où, alors peut-être pour de mauvaises raisons, souvent pour des raisons financières, où la parole n'est pas uniquement accaparée par des politiques et des journalistes, parce qu'ils n'ont souvent pas les moyens de produire du contenu autant que le ferait une radio, et donc d'avoir des émissions ou des journaux toute la journée, mais où en revanche, ils jouent vraiment un rôle de diffusion, de savoir, alors peut-être pas scientifique, mais je pense là par exemple à ce qui se passe dans l'Est du Congo sur l'épidémie d'Ebola. Tous les médias sont mobilisés pour informer les populations sur les bonnes pratiques, et du coup les gens n'ont pas le même rapport non plus aux médias. Les Congolais, enfin, on donne la parole aux populations, on donne la parole aux médecins, on donne la parole aux responsables communautaires, et l'effet de proximité, l'effet miroir fonctionne à plein dans ces médias. Voilà, pour une fois que l'Afrique est en avance. Je voulais alors en profiter aussi pour faire une parenthèse pour revenir aux fake news, Romain. Parce que on parle de spécialisation et ça me fait penser d'un seul coup à quelque chose de très important qu'on voit aujourd'hui, c'est le phénomène de niche. C'est-à-dire qu'on va vers le média ou le site qui va nous conforter dans nos positions. On ne va surtout pas s'ouvrir à autre chose. Donc on va finalement, non pas être ghettoisé, mais on va dire que la conviction et la croyance sera plus forte que le fait, que la véracité du fait. Ah oui, ça c'est une des grosses controverses des dernières années sur le numérique, c'est l'enfermement idéologique, les bulles informationnelles. Alors, qui est lié à deux choses. Effectivement, on a tendance à aller ce qui nous conforte dans nos opinions, mais ça c'est vrai aussi dans notre vie de tous les jours. Je veux dire, si on lit Le Figaro ou Libé, c'est qu'a priori on n'est pas du même bord politique. Sauf que le problème, c'est qu'en ligne, il y a des ressources techniques qui vont accentuer ce phénomène. Sur les moteurs de recherche, il y a la personnalisation des résultats, c'est-à-dire que Google retient les sites que nous avons consultés, va nous catégoriser comme progressistes, conservateurs, et va nous donner des résultats en fonction. Donc on va être enfermé dans une bulle où on va nous amener des informations qui nous confortent dans nos opinions. C'est encore plus accentué sur Facebook, quand on s'informe sur Facebook, puisque les informations qu'on voit sur notre fil d'actualité Facebook sont en fait celles qui sont postées par les 20% des contacts dont on est le plus proche. Donc si vous avez 200 amis sur Facebook, en fait vous n'allez voir que 40 amis dans votre fil d'actualité, même si les autres postent beaucoup d'informations. Et sociologiquement parlant, on sait que les 20% des amis dont on est le plus proche sont aussi ceux qui pensent le plus comme nous. Donc ce qu'ils vont poster vont aussi être des choses qui vont, là encore, nous conforter dans nos opinions et nous enfermer. Alors même que pour que le débat public fonctionne bien en démocratie, on est censé être confronté à des arguments contradictoires. Une autre question? Ah, j'en reviens. Ah si. Vous ne dormez pas? Non. Comme je ne vous vois pas dans le noir, je dis peut-être des fauteuils un peu confortables. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Pardon. Oui, une remarque et une question. La remarque, c'était, j'avais envie de reprendre les propos d'un philosophe que j'ai entendu récemment,
à savoir que la quantité n'est pas la vérité. Ce n'est pas parce que des dizaines de milliers de personnes disent quelque chose sur Internet que ce qu'ils disent devient la vérité. Donc ça, c'est une première remarque sur les effets peut-être bulles, justement, et les réseaux sociaux. Et la question, c'est par rapport à cet esprit critique à développer. Il me semble que l'esprit critique, c'est se mettre donc à penser. Or, le temps des médias ne me semble pas être le temps de la pensée. Et je me demandais comment vous, dans votre métier de journaliste, vous traitez cette dimension. C'est une question de temporalité, en fait. Il y a le rythme l'apparition des chaînes Tout Info a changé le rythme et la temporalité. Internet, Romain le dira, a changé aussi. Prenons simplement le cas de la presse écrite. Avant, une information tombait, on pouvait la vérifier, on pouvait attendre tranquille le soir. Ça sortait le lendemain matin, donc ça avait l'impression, on pouvait vérifier. Là, avec Internet, avec les notifications, poum, ça sort tout de suite. Donc, il y a une autre temporalité dans la gestion de l'information, dans sa vérification, dans sa publication, dans cette course un peu contre la montre. Et ça a joué aussi dans les radios. C'est-à-dire que les radios, c'était aussi le média de l'immédiateté. Or, ça ne l'est plus, puisque maintenant, on a l'information qui arrive d'abord sur le smartphone et sur le net. Je crois que par effet rebours, justement par fatigue, je pense, de cette pression, les journalistes reprennent la main et rentrent en contact avec un besoin de l'opinion, de la population, qui est d'avoir une temporalité plus longue. Et cette temporalité plus longue, c'est le décryptage. C'est effectivement le temps de prendre le temps. Et je crois qu'on y revient. Et de toute façon, nous, on se l'impose. Je vais vous donner un exemple par rapport aux Gilets jaunes, parce que tout est toujours corrélé à l'audience, en fait, en quelque sorte. Puisqu'on se dit que si on sort l'info très vite, on va avoir les gens qui vont écouter ou qui vont suivre ou qui vont regarder. BFM a eu un succès d'audience inouï. Ils ont battu tous les records d'audience avec les Gilets jaunes. Et pourtant, leur cote de confiance n'a jamais été aussi basse. C'est-à-dire que l'audience n'était pas corrélée à la confiance. On regardait, mais on ne faisait pas confiance. Eh bien, nous, on part sur un... Je ne dis pas qu'on est mieux que les autres en disant ça. Je parle de notre expérience parce que c'est notre réflexion à nous. D'autres peut-être la mènent aussi. Mais nous, on part du principe que non, c'est la confiance qui va générer l'audience. C'est parce qu'on nous fera confiance qu'on sera écouté. Et donc, on veut passer par une temporalité plus longue où tant pis si on ne sort pas l'info tout de suite. On la sortira plus tard, et puis on la sortira avec d'autres éléments qui feront qu'on aura travaillé dessus et qu'on sera légitime et qu'on sera en force de proposition pour le faire. Mais on veut s'imposer justement de prendre le temps. C'est difficile pour une chaîne comme France Info, qui est une chaîne Tout Info, mais je crois qu'elle y arrive aussi petit à petit. Ça prendra du temps, mais on a les chaînes Tout Info en télévision qui ont fait beaucoup de mal par rapport à ça. Et je ne critique pas les chaînes Tout Info de télévision en disant ça, elles ont changé les pratiques, c'est tout. Il ne faut pas se leurrer, si la Tour Eiffel s'écroule demain, tout le monde va se ruer sur BFM. Ça, on ne peut pas dire le contraire, parce qu'on voudra avoir l'image. Mais ensuite, on peut très bien partir de BFM et trouver des médias qui vont expliquer ce qui s'est passé, le vrai du faux. On a un paysage qui fait que tout est complémentaire. Moi, juste peut-être dire, par rapport à quand vous disiez quantité n'est pas vérité, ça me fait penser à autre chose. C'est vrai que lorsqu'on parle du pluralisme de l'information sur Internet, qui est réel, alors il y a eu des études par exemple qui montraient que sur le web francophone, dans les médias d'information, en ligne, il y avait plus de 700 sujets qui étaient traités par jour. Donc il y a un pluralisme qui est là. Mais qui cache plusieurs choses, qui cache d'abord le fait que, certes, il y a 700 sujets différents qui sont abordés, mais 10% des sujets vont accaparer 90% des articles, donc il y a une forme de concentration de la production éditoriale, où les journalistes vont se copier les uns les autres, mais comme ça se fait aussi dans les autres médias. Et je dis ça, quand je dis copier les uns les autres, c'est regarder ce que fait le voisin, hein, c'est pas forcément négatif. Et puis il y a autre chose qui est la concentration de l'attention. C'est-à-dire que nous, les internautes, on a peut-être accès à une
énorme quantité d'informations, mais au final, on va toujours voir les mêmes choses, on va toujours voir les mêmes sites, on va toujours consulter les mêmes plateformes, et que si le web, ce qui fait la beauté du web, c'est quand même d'être un réseau décentralisé, nous, on a recentralisé le web, et du coup, en allant toujours utiliser les services de Google, Facebook, etc., on leur donne un pouvoir énorme qui est d'être des nœuds sur ces marchés de l'information à partir duquel ils peuvent filtrer et censurer. Et ça, c'est un enjeu de démocratie qui est très important pour l'avenir. Florence ? Oui, non, pour répondre à la question, sur ma pratique personnelle, je pense mais tu l'as dit, hein, une des clés, c'est qu'il y a plusieurs espaces dans des médias. Il y a effectivement en tout cas dans mon média, il y a des espaces où on traite l'information en simultané ou presque, et puis des espaces où on y revient pour décrypter, pour approfondir, qui correspondraient davantage à ce que vous appelez le temps de la pensée. Et je pense qu'aujourd'hui, traiter une information véritablement, c'est tenir compte de ces différentes possibilités et décider à chaque fois, voilà, je vais la traiter sous cet aspect-là aujourd'hui, mais je sais que tel aspect méritera d'être traité plus tard d'une autre manière. On a quand même une palette d'outils à notre disposition. Et l'autre chose, j'ai envie de rendre hommage à ce journaliste britannique qui, en direct à la BBC, ça faisait des heures qu'il couvrait, vous avez peut-être vu cette vidéo, ça faisait des heures qu'il commentait en direct tous les démêlés sur le Brexit. C'est un commentateur politique extrêmement réputé de la BBC, et puis il a fini par dire à l'antenne je n'ai aucune idée de ce qui va se passer maintenant, je ne sais pas, je ne sais pas en fait. C'est la deuxième fois que je dis ça, donc c'est pas pour prêcher le fait que les journalistes doivent pas savoir, mais je pense qu'il faut être honnête et modeste. Je pense que voilà, on est une personne. Quand on va couvrir une manifestation de Gilets jaunes à Paris, on voit pas tout simplement. Et on voit pas forcément tout, pas par mauvaise foi, ou pas, on voit pas tout parce qu'on peut pas tout savoir, tout comprendre, on n'est pas omniscient. Et même quand on est journaliste spécialisé, ce qui est mon cas, et je l'ai fait par choix. Et je pense qu'une des clés, c'est d'être honnête vis-à-vis de notre public, et encore une fois, de sortir de cette fausse idée selon laquelle on est omniscient. Merci Florence. Une autre question ? Attendez, oula. On rigole, mais un tout petit peu, un peu plus. Hein. Merci beaucoup, en tout cas. On est à Orléans. Il y a eu une rumeur d'Orléans il y a quelques années. Est-ce que ça pourrait recommencer ? La rumeur d'Orléans ? Oui. Non, mais moi, je ne la connais pas, donc... La rumeur d'Orléans. Ah oui, les jeunes femmes dans les magasins. Ah, c'était Orléans, d'accord. Je ne savais pas que c'était Orléans, pardon. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Est-ce qu'aujourd'hui, ça existerait ? Regardez ce qui s'est passé la semaine dernière avec les Roms et les enfants qu'on enlève. C'est à peu près la même chose. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Question courte, réponse courte. Oui. C'est vrai que par fake news, c'est ni plus ni moins la rumeur. Et sur les réseaux sociaux, on a vu aussi des photos. Il y a quoi ? C'était quand je sais plus, je perds l'échelle du temps. Il y a 15 jours ou il y a 3 semaines, quand le Fouquet's a été vandalisé, on a vu sur les photos sur les réseaux sociaux des photos d'Emmanuel Macron en train de boire un magnum de vin rouge au ski avec son épouse. En effet, il était au ski ce jour-là, il était dans les Pyrénées, sauf que la photo en question datait d'il y a plus de 2 ans. Et donc, on s'est servi de cette photo pour illustrer un samedi au ski, sauf que la photo est terrible parce qu'il est à table, il est avec son épouse, ils sont en train de se servir un magnum de vin rouge inouï, et pendant que sur les Champs-Élysées, il est à feu et à sang, alors que cette photo date d'une époque où il n'était même pas encore président de la République. Et là, c'est très compliqué. Oui, c'est à moi. Une autre question ? Oui. Oui, vous venez de l'aborder, mais est-ce que quand même avoir 4 chaînes d'infos en continu qui se livrent une concurrence à qui dira la chose la plus crash, la plus terrible et tout ça, n'est pas en train d'altérer de façon importante la diffusion de l'information dans notre pays ? Sur le modèle économique, il n'y a pas la place pour 4 chaînes de télé, toute info. Donc il y en a forcément une qui va rendre l'âme à un moment ou à un autre. Et après, moi, j'ai envie de dire que si informer demande de notre part une grande responsabilité,
s'informer demande de votre part un investissement. Personne ne vous oblige à les regarder. Et donc, la source d'information, c'est un travail que, malheureusement, vous devez mener vous-même aussi. D'où le principe, certainement, de l'éducation aux médias. Je ne sais pas quoi répondre d'autre. Vous avez encore le micro, monsieur? Parce que je ne veux pas asséner des je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, en fait. Si. Oui, enfin, peut-être pas aussi clairement que j'aurais pu souhaiter, mais vous dites qu'il n'y a pas le modèle, c'est pas le modèle économique, mais c'est peut-être pas le modèle sociologique nécessaire que cette concurrence terrible a apporté la dernière info et à la présenter de la façon qui va le plus convenir à la population. Et il y a une course à l'échalote. C'est pas tant les chaînes Tout Info aujourd'hui. Les chaînes Tout Info, elles sont déjà derrière sur ce domaine-là précisément. Là, je crois que Romain va pouvoir le confirmer, mais tout se joue maintenant sur le smartphone et le numérique. Les chaînes Tout Info, elles sont déjà en retrait. Elles utilisent d'ailleurs les smartphones, mais tout se joue par le flux de notifications qui nous assaille à longueur de journée. Oui, ça, ce qui est sûr, c'est que du côté des rédactions, on parlait tout à l'heure du temps, de la temporalité. Ce que change le numérique, c'est qu'avant, on avait une livraison de l'information qui était quotidienne, ce que tu disais aussi tout à l'heure, et qu'aujourd'hui, elle est en continu. Après, qui a commencé entre les chaînes d'infos en continu et Internet? Bon, après tout, on ne sait pas, et c'est peut-être pas ça le plus important, mais cette course, effectivement, n'est pas synonyme de qualité de traitement de l'information, mais comme tu le disais aussi, nous, en tant que spectateurs, on a aussi notre part de responsabilité à toujours vouloir chercher l'information la plus rapide. Mais à ce niveau-là, c'est vrai qu'on va aussi s'informer sur Twitter pour avoir une information quasi en direct par les gens qui sont témoins de la scène et en contournant même le travail des journalistes, quoi. Vous savez, il y a, on va dire, le froid et le ressenti du froid. BFM, c'est 2% d'audience. LCI, c'est 1%. CNews, 0,8%. Donc on ne va pas dire que ce sont des chaînes qui soient vraiment regardées. Et France Info est encore plus bas. Ils sont à 0,4 ou 0,5. Donc c'est dire que ce n'est pas des chaînes qui sont non plus... je pense que c'est un phénomène de zapping, en fait. On va passer, on dit tiens, c'est longtemps que je n'ai pas regardé les infos, je vais m'arrêter. Et c'est là le problème de l'information, en fait. On ne peut pas dire qu'on est informé parce qu'on aura écouté un journal en se brossant les dents et en faisant le cartable, parce qu'on a la radio en fond sonore, qu'on aura lu 2 trucs sur Google Actu ou qu'on aura regardé un peu la rep, et le soir, on va prendre 2 sujets dans le 20h. On va se croire informé, mais on aura eu les 2 titres majeurs de la journée, mais ce n'est pas en ça qu'on sera informé. Donc s'informer, ça demande du temps et de bien savoir par quel canal on s'informe. Oui. Ah, ça, c'est pas très sympa, parce qu'à chaque fois, c'est des grands rodéos. C'est jamais la même zone de la salle. Oui, c'est pas... Je sais pas, vous m'entendez? Oui, très bien, monsieur. Quel est le poids pour vous maintenant des agences de presse, justement, dans ce flux d'informations? Je pense à Reuters et puis les 3 autres grandes agences. L'AFP et l'AP. Oui, voilà. Ben, je ne sais pas, vous... C'est aux journalistes. Non, ouais. Écoutez, ça reste... Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Je vais prendre l'exemple de la mort de Karl Lagerfeld, qui est tombé, je crois, la première fois à 12h05. Mais ça tombe en dépêche, mais la dépêche cite une source qui est un closer, non. En tout cas, une source qui est un magazine. Donc nous, le travail, c'est qu'on ne sort rien. Non, pardon, je me trompe. La première fois, c'est Internet. C'est justement une notification d'une source inconnue qui donne Karl Lagerfeld est mort. Donc prudence. Et puis après, il y a une source qui est un magazine People étranger. Toujours prudence. On téléphone à Chanel, on essaye de vérifier. Service de presse, pas de réponse. Il est 12h25. Le présentateur du 13h va à l'antenne, il est 12h28 et d'un seul coup, une dépêche Reuters tombe. Karl Lagerfeld est mort. Virgule, selon le magazine People étranger. Donc, Bruno Duvic, qui est le présentateur du 13h, prend la responsabilité de ne pas le donner.
à cause de virgule selon le magazine. Alors que d'autres médias le donnent, on ne le donne pas. Et à 12h45, une vraie dépêche, Agence France Presse ou Reuters, l'une des deux, je ne sais plus, qui a son information. Et pour nous, c'est quand même... Ça reste encore des sources de référence. L'Agence France Presse, Reuters, même s'ils ne sont pas à l'abri d'une erreur, il y en a eu. Mais ça reste quand même sur le fil de l'actu, des choses sur lesquelles on se base. France Info s'est doté d'une agence de vérification des faits qui va justement, dans le principe d'une chaîne toute info, faire très attention à... Il y a 14 personnes qui y travaillent et leur boulot, c'est justement de recouper, de sourcer. Dès qu'une information arrive, pour savoir d'où elle sort, comment elle a été montée, qui l'a donnée, qui l'a vérifiée. Et préfèrent attendre plutôt que donner. Donc oui, les grandes agences de presse ont encore une crédibilité, et heureusement, mais elles sont aussi menacées par d'autres sources qui veulent s'engager sur le terrain de la crédibilité. Hein. Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas un grand groupe de presse qu'on n'a pas vocation à avoir des ambitions en termes d'éthique et d'intégrité. Je peux peut-être dire un mot de comment ça se Bien passe sûr. à RFI. Évidemment, l'AFP est une agence de référence. Moi, je peux parler en tout cas pour ce qu'on fait, nous, donc, essentiellement sur l'Afrique, où du coup on a beaucoup de sources directes. L'AFP est une alerte, mais on reprend très rarement aujourd'hui. Je pense que c'est un peu rare, donc je pense que c'est une chance. On reprend très rarement brut des informations de l'AFP. C'est vraiment, même quand on estime qu'elles sont fiables. Hein, on considère que notre boulot consiste à avoir les sources par nous-mêmes. Ils nous servent en revanche très très souvent d'alerte. Et je dirais qu'on se comporte avec l'AFP un peu comme avec toutes nos sources. C'est-à-dire qu'on apprend à connaître leur fiabilité. L'AFP est excellente dans certains pays, un peu moins dans d'autres. Voilà, c'est des individus, hein, c'est comme dans toutes les rédactions, il y a des bons, voilà, c'est partout pareil, chez nous aussi. Et donc, on sait très bien que sur tel dossier, on va pouvoir reprendre une dépêche AFP. On sait que sur tel autre dossier, on ne va pas pouvoir reprendre une dépêche AFP. Et pour ça, il faut en face des journalistes qui connaissent leur dossier, qui connaissent vraiment leur dossier et qui sont capables aussi d'évaluer la fiabilité d'une dépêche AFP. Donc, même si Julia Cagé a vraiment raison et qu'elle a fait un bouquin formidable, tous les médias ne fonctionnent pas comme ça, je tiens à le dire, c'est-à-dire à s'abreuver au fil AFP et à recopier sans réfléchir et sans vérifier les informations qui arrivent. Mais là, c'est très juste que tu dises cela. En fait, il y a deux réalités. Il y a notre écosystème, qui est aussi le reportage, un mode de service aussi. On a le monde des présentateurs, qui n'est pas le même. Et le monde des présentateurs va être un peu plus accroché, même s'ils demanderont l'expertise des spécialistes de la rédaction, est un peu plus accroché au fil des dépêches. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les rédactions essayent de se spécialiser, d'avoir un domaine d'expertise qui leur permette justement de pouvoir viraliser le vrai, en tout cas une information fiable et vérifiée. Mais c'est pas toujours simple, hein, je vous assure. Mais on essaye. Une autre question? Oui, Bioka? Du coup, pour rebondir, ce qui est intéressant là, avec les questions très diverses que vous posez, c'est en fin de compte, voilà, c'est un peu la problématique de la fabrication et de la diffusion de l'information. À quel moment elle se fabrique, comment elle se diffuse, à quel point sa fabrication nous amène vers le réel ou nous en éloigne, etc. Et donc, en fait, il y a plein... C'est vrai que on peut considérer les chaînes d'infos en continu comme un problème. La question des médias, de la presse qui reprend les dépêches de l'AFP sans forcément les vérifier, effectivement, en fait, tout ça, c'est comme plusieurs petites faces immergées de l'iceberg et qui, en fait, sont les symptômes d'un écosystème médiatique, comme tu le disais, et des problèmes de cet écosystème médiatique et de son fonctionnement, qui sont les qualités et les problèmes. Mais l'agence France Presse, par exemple, effectivement, comme elle est considérée comme vraiment une source d'information extrêmement fiable, les médias vont beaucoup reprendre les dépêches. À la fois, l'agence France Presse, elle a des zones grises, c'est-à-dire que l'AFP a des journalistes quartiers populaires, par exemple, mais de fait, la couverture des quartiers populaires de l'agence France Presse n'est pas forcément celle qu'elle pourrait être, en tout cas. Et du coup, ce qui fait qu'ensuite les médias vont
pas reproduire en fait ce souci-là et ne pas. Il n'y a pas de journalistes, enfin il y a très peu de journalistes quartiers ou originaires de quartiers populaires à l'AFP. Il n'y en a pas non plus dans les rédactions, ce qui fait qu'en fait, voilà, c'est juste une addition du même souci entre voilà le média qui va traiter la source de l'information et puis les médias qui vont arriver après. Pour les chaînes d'information en continu, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est une logique d'audience, comme vous le disiez tout à l'heure. Et à la fois les chaînes d'information continue, les médias régionaux, tous ces canaux d'information qui sont aujourd'hui contrôlés par des actionnaires. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le complot, il y a de la censure politique, etc. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais on constate quand même que la situation économique des médias est difficile et que du coup, il faut faire toujours plus et aller toujours plus vite avec toujours moins de journalistes. Je reprends l'exemple de Roubaix, mais l'équipe de la presse du journal régional de Roubaix, La Voix du Nord, est passée pour couvrir Roubaix je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais de 9 journalistes à 4 ou 5 journalistes. Mais le nombre de pages dans le journal, lui, ne diminue pas. Et en fin de compte, voilà, il y a tout un tas de problèmes d'écosystème, je pense, qui font l'information telle qu'elle est et qui, en fait, reproduisent leur biais comme dans un espèce de cycle, quoi. Et l'enjeu de la diversité est un enjeu d'avenir. C'est-à-dire que, comme tu le disais fort bien, il faut qu'on entende des voix, des vocabulaires qui soient aussi familiers. Qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a un décrochage entre celui qu'on entend, qu'on lit ou qu'on regarde. J'entends par là que c'est bien que les rédactions s'ouvrent aussi à des gens qui viennent des quartiers, des gens qui viennent de la grande ruralité. C'est-à-dire qu'on peut toujours aller faire des reportages dans la grande ruralité et dans les quartiers, mais si c'est quelqu'un qui a grandi et qui connaît tous les codes, c'est encore plus simple. Mais attention au piège de la ghettoisation. Il ne s'agit pas de recruter Farida pour l'envoyer faire simplement les quartiers. Il ne s'agit pas d'embaucher un fils de paysan qui veut devenir journaliste pour le faire que la campagne. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est simplement de s'ouvrir un peu plus. Et on passe beaucoup en ce moment dans les recrutements et dans les recrutements, en tout cas à Radio France, je crois, et RFI, puisqu'on était avec la direction de l'info à RFI hier à Genève, on en a parlé. On passe beaucoup par les filières d'apprentissage maintenant. Parce que c'est vrai, pendant très longtemps, dans les écoles reconnues, on avait finalement un formatage. Aujourd'hui, les écoles s'ouvrent un peu, il y en a 14, et elles utilisent beaucoup le principe de l'apprentissage et de l'alternant. Et donc on a du coup une diversité de gens et de profils différents et de maturités différentes, qui ont peut-être eu un peu plus de difficultés dans leur vie, dans leur petit parcours d'adolescent. J'ai dit petit en termes de nombre d'années. Et donc là, on a une richesse supplémentaire. Je parlais tout à l'heure de s'ouvrir un peu plus à la société civile, mais c'est aussi s'ouvrir dès le jeune âge, dès la formation, pour aller vers des publics qui ne sont pas forcément représentés dans les rédactions et qui doivent être représentés pour porter aussi un parcours et une parole. Oui, juste pour compléter, il y a effectivement ce souci-là de la diversification des écoles de journalisme et des journalistes. Et après, pour prendre un autre exemple, qui est un peu l'autre face de ce souci-là du traitement des quartiers populaires notamment, mais donc je pense qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on lit la presse ou quand on regarde la télévision, mais c'est des toutes petites choses. Mais par exemple, les journaux télévisés du 20h, de France 2, TF1 se basent en conférence de rédaction sur des journaux. C'est-à-dire que le matin, ils arrivent avec des journaux, ils regardent quelles sont les informations qui sont parues dans la presse le matin, et ensuite, ils vont copier-coller les sujets de manière audiovisuelle sur les informations qu'ils ont. Et un des journaux qui est très utilisé lors de ces conférences de rédaction, c'est Le Parisien, en tout cas pour les chaînes télé, Le Parisien aujourd'hui en France. Or, Le Parisien, qui est un journal que je ne jugerai pas en mal ou en bien, mais a une pratique qui est la question de faire la tournée des faits divers. C'est-à-dire que Le Parisien est connu pour appeler les gendarmeries, pour récolter les faits divers. Et donc, en fait, la manière dont Le Parisien va traiter les quartiers populaires, une certaine manière, c'est vraiment sous un angle fait diversier. Et ensuite, la télévision va reprendre cet angle fait diversier. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est, bon, je caricature un petit peu, évidemment, mais c'est qu'en fait, il y a une espèce de reproduction de schémas de représentation qui vont aussi amener à toujours une certaine forme d'image ou toujours des images de voitures brûlées à la télévision plutôt que d'associations de quartiers, toujours en caricaturant un petit peu. Je viens de voir que nous avons la salle jusqu'à 23h, donc tout va bien. Non, je plaisante. On peut encore en prendre des questions, si vous le souhaitez. Oui, monsieur.
Ou madame, pardon, parce que vous êtes dans le noir. Non, c'est monsieur, pardon. Monsieur. Ok. Voilà, alors moi c'est plutôt plusieurs questions parce qu'on a commencé le débat sur qu'est-ce qu'un journaliste indépendant. Alors ça c'est une bonne question, trouver la réponse elle est difficile. Je pense qu'elle est difficile. On a tendance à mettre aujourd'hui beaucoup ce terme indépendant comme une valeur source importante, comme quelque chose de vérité, etc. Il n'y a qu'à voir les travailleurs indépendants de chez Uber. Voilà, qu'est-ce qu'un média indépendant ? Est-ce que c'est un média effectivement qui est la propriété d'un multimilliardaire ? Est-ce que c'est un service public ? Est-ce que c'est... Voilà, il y a plein de questions. Qu'est-ce que le média indépendant aujourd'hui ? Et le travail du journaliste au travers de ça, parce que je pense qu'il y a aussi les questions, critères économiques auxquels tout le monde est soumis aujourd'hui, à l'audience, à ces questions-là. Voilà, c'était juste sur ces questions-là. Moi, je crois beaucoup aux valeurs du service public. C'est des choses, voilà, et c'est vrai que bon, je suis un auditeur de France Inter. Voilà, on a eu le directeur de France Bleu. Je trouve qu'au niveau de l'information, ils font du bon boulot. Après, du plan de vue audience, c'est un peu plus compliqué, c'est sûr, parce que vu la nature de la musique qui est passée, voilà, les animations qui sont proposées, effectivement, on ne va pas trouver une jeunesse de... Voilà, vous parlez de quoi, de France Bleu Orléans ? Voilà. D'accord. Bon, voilà, Philippe, hein, le message est passé. Il faut passer plus de rap, visiblement. Qu'est-ce qu'un média indépendant ? C'est la question, je vais faire court. Il existe une charte de déontologie qui a été une sorte de convention des droits de l'homme pour les journalistes, qui a été rédigée à Munich en 1971 et qui reposait tous les grands principes d'indépendance et de déontologie, d'éthique. Beaucoup de grands titres de journaux l'ont reprise à leur compte, Radio France aussi, mais ça ne suffit pas. Et là c'est en avant-première, on va sortir une charte qui va s'opposer à celle de Munich et dans laquelle on veut revendiquer 4 grands principes qui sont l'indépendance vis-à-vis de tous les pouvoirs quels qu'ils soient, parce qu'on a ras-le-bol d'entendre qu'on est en ce qui nous concerne Radio Macron. C'est-à-dire que moi je fais ce métier depuis 30 ans à Radio France. J'ai d'abord été grand reporter dans les locales, puis reporter à Inter, grand reporter, correspondant à l'étranger en Italie, puis présentateur d'une émission, puis chef des reporters à France Inter. À tous ces étages-là, on m'a toujours laissé faire ce que je voulais. Je n'ai eu aucun problème de pression. Et aujourd'hui, que je travaille avec Guy Lagache et proche de Sybille Veil, PDG, je ne ressens aucune pression. Je ne vois aucune mainmise du pouvoir politique. Donc, je crois que là, qu'il y a un problème de méconnaissance, c'est-à-dire que ceux qui nous disent Radio Macron sont surtout ceux qui confondent tout. On voit ce qu'ils feraient d'une radio de service public s'ils étaient au pouvoir, en revanche. Mais service public, c'est au service du public, c'est pas au service du gouvernement. Même si le débat sur la fiscalité questionne aujourd'hui le principe de la redevance, c'est ça. Donc c'est le contribuable. Donc l'information doit être au service du public. Donc ça veut dire indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques, vis-à-vis des pouvoirs économiques, indépendance, investigation et le temps qu'il convient de lui donner, parce que le temps du décryptage, de l'investigation, d'enquête doivent être une valeur cardinale du journalisme. Et pour cela, il ne faut pas aussi être idéologue. Il ne faut pas se poser en procureur. Il s'agit de décrypter les mécanismes des puissants qui pourraient être contraires à l'intérêt général. 3e point, la diversité. J'en ai parlé, j'y reviens pas. Et 4e point, le conflit d'intérêts. Les journalistes doivent faire attention, notamment sur l'expression individuelle sur les réseaux sociaux, mais aussi dans sa position par rapport aux politiques. On ne peut pas dire qu'on va revendiquer une indépendance et d'un seul coup se lancer dans une activité politique. Ça arrive encore chez nous. Ça ne devrait pas. Parce que justement, c'est ça qui crée la confusion. On n'a pas été spécialement heureux de voir Bernard Guetta d'un seul coup rallier En Marche sur la liste européenne, mais seulement il ne nous avait pas prévenu. Après, libre à lui, hein. Il ne fait plus partie de Radio France, libre à lui de faire ce qu'il veut de sa vie. Mais ça crée des confusions. Ça met de la friture sur la ligne dans le rapport qu'on peut avoir avec le public qui ne va pas comprendre. Voilà, l'affaire Raphaël Glucksmann, Léa Salamé, là aussi, ça peut créer des confusions. Donc il y a des principes à poser, il y a des règles, mais on s'y attelle en tout cas. Voilà pour Radio France en tout cas.
Alors moi, je voudrais juste ajouter quelque chose sur la question de l'indépendance économique, c'est-à-dire de garantir l'indépendance des rédactions par rapport à ceux qui possèdent le journal. Et le problème, donc pas des médias publics, mais des médias privés en France, c'est que la plupart des médias sont des sociétés par action, ce qui signifie tout simplement que le pouvoir de décision au conseil d'administration est proportionnel au nombre d'actions que l'on possède. Ça, c'est un problème juridique très concret des médias en France. Au Royaume-Uni, par exemple, des fondations peuvent posséder des médias, ce qui n'est pas possible en France. Il y a beaucoup de journalistes qui aimeraient bien qu'on puisse créer un statut juridique intermédiaire qui permette à des fondations, donc qu'il n'y ait pas d'exigence de profit ou de reversement des bénéfices aux actionnaires, qui puissent posséder des médias. Après, il y a des montages juridiques type Ouest France, où au final, on a des associations qui vont posséder des médias, mais il y a des questions qui sont très concrètes sur la garantie d'une meilleure indépendance des médias quand ils sont privés et qui fonctionnent sur le modèle de l'actionnariat, en tout cas. Juste une chose très courte. Moi, je ne crois pas au grand complot généralisé des journalistes qui seraient orientés par leurs actionnaires. Enfin, bon, moi, je n'ai jamais été confrontée à ce genre de pression. En revanche, je pense que le nerf de la guerre, c'est la précarité économique. Et qu'on sous-estime l'impact de la précarité économique sur le contenu de l'information qui est diffusée. Il faut savoir qu'en moyenne, un journaliste va être indépendant, alors pas au sens où tu l'entends, au sens pigiste, au sens précaire, pendant à peu près 10 années à la sortie de l'école. C'est un problème qui rejoint aussi celui de la diversité. Ça veut dire que même si on fait des efforts pour intégrer dans ce volant de pigistes des gens qui sont issus d'autres classes sociales, voilà, d'autres minorités, la pression économique est telle, la concurrence est telle pour avoir une place dans les rédactions que on ne va pas se battre pour imposer un angle, pour imposer un point de vue. L'espace n'est pas là, en réalité, pour porter une parole différente, parce que le but du jeu, c'est de se faire intégrer dans la rédaction et qu'il y a une concurrence féroce. Et je pense que lutter contre la précarité économique des journalistes, ça devrait être une priorité pour rendre une indépendance éditoriale, pour avoir des journalistes qui osent défendre un point de vue, qui osent s'opposer à un rédacteur en chef, qui osent se battre pour faire valoir ce qu'ils ont vu sur le terrain plutôt que ce qu'on va leur demander. Et malheureusement, on ne va pas du tout dans ce sens-là. Merci Florence. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup.